deux, trois idées que je trouve qu'on a essayé de développer qui sont essentielles à conserver à l'esprit. C'est que la liste qu'on a fait, Christopher, montre qu'il faut voir la dynamique interne de chaque État. Il ne faut pas penser, comme on le fait d'habitude dans les capitales occidentales, que tout se décide ici, que ce soit à Washington, à Paris ou à Londres, mais que c'est la dynamique interne de chacun qui peut annoncer ce qui va se passer pour la suite. Deuxième remarque, la géographie de ces minorités, donc héritée d'une forme de colonisation, a une caractéristique par rapport à ce que nous avons été comme pays colonisateur, c'est que ces minorités sont frontalières de la maison mère. Alors que nous, quand on quitte l'Algérie et le Vietnam, si vous voulez, l'affaire est finie, on n'en parle plus. Même s'il y a des Vietnamiens et des Algériens ici, mais en tout état de cause, le dossier est clos. Tandis que là, effectivement, on le voit bien avec l'Ukraine, d'être adossé à la mère patrie signifie qu'à tout moment, on peut penser qu'effectivement, la frontière a été mal tracée. Et c'est vrai qu'elles ont été mal tracées, mais je ne connais pas de frontière qui soit bien tracée. Il y a juste la Corse par rapport à la France, où là, il y a quelque chose de clair. Deuxième chose, il ne faut pas penser le problème à partir de Moscou seulement. Aussi, c'est l'intérêt de la liste qu'a présenté Christopher, c'est que dans chacun d'État, on a des pondérations, des usages de la langue, des habitudes, si vous voulez, ou des anciennetés d'implantation qui font que le problème n'est pas homogène. Et on ne voudrait pas vous dire demain la crise va éclater dans tel endroit, d'abord parce qu'on n'en sait rien, et parce qu'encore une fois, le pire n'est jamais totalement assuré. Dernière remarque, et évidemment ça... plutôt celui qui me préoccupe, c'est que cette crise a une dimension de sécurité internationale qui est gigantesque, puisque ce que tu as décrit sur Kaliningrad, c'est le fait qu'effectivement existe un morceau de la nation russe, mais dans lesquels sont des missiles nucléaires, et que nous, à l'inverse, on a installé dans les États baltes des missiles nucléaires. C'est-à-dire que tout ce qu'avait été la guerre froide, c'est-à-dire ces États tampons, auxquels il était difficile de refuser l'adhésion à l'OTAN, puisqu'ils avaient subi 30-40 ans d'occupation. Leur souci premier, c'était évidemment d'entrer dans le marché, dans l'Union européenne, mais aussi et surtout d'adhérer à l'OTAN. Donc, je suis d'accord qu'en dépit d'engagement, moi j'ai discuté avec un ancien secrétaire général du Quai qui avait assisté à la discussion entre Kohl, Chirac et Yeltsin. Je ne sais pas si Yeltsin était bourré, si vous voulez, mais il a pris pour quelque chose d'acquis le fait qu'on n'étendrait pas l'OTAN. Il n'y a jamais eu de formalisation écrite, puisque la parole était censée valoir engagement. Mais en même temps, on se rendait bien compte que c'était un engagement qui était extrêmement difficile à tenir. Et de fait, vous avez vu, il y a eu cette extension de l'OTAN qui arrive, qui fait qu'aujourd'hui, l'OTAN est frontalier de la Russie. Alors, pour ce qui concerne la crise ukrainienne, moi, ce qui m'a frappé, encore une fois, parce que je suis plutôt historien de formation, alors, on a un problème avec... tu m'as dit qu'il faut faire la petite flèche vers le bas. La petite flèche vers le bas. Ici. Celle-là, voilà, celle-là. Oh, formidable. Alors, le problème, c'est que j'ai trouvé quelque chose, mais qui malheureusement est un résumé historique terriblement rapide de l'histoire de l'Ukraine, parce que dans ces cartes qui défilent toutes seules, hein, j'y suis pour rien, vous avez la frontière actuelle de l'Ukraine, mais vous avez résumé environ 2 siècles d'histoire ukrainienne, c'est pour vous montrer combien ce pays a été, parce qu'il est zone tampon entre empires, a été un pays dont les frontières n'ont cessé d'être modifiées. On a travaillé comme des fous pour essayer d'arrêter ces slides, mais on ne peut pas arrêter l'histoire. Si vous voyez, cette histoire s'accélère. Et donc, vous voyez, en fait, regardez, vous avez l'état actuel, mais quand vous remontez, que ce soit avant la guerre de 14 ou que ce soit en 45, vous apercevez qu'à chaque fois, si vous voulez, les découpages territoriaux. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, finalement, vous dites, on se bat pour quoi? On se bat, comme l'a dit Christophe, on se bat pour la défense du droit des minorités à disposer d'eux-mêmes, ou on se bat pour le respect de l'entité territoriale d'un État. Bon, moi je rappelle que, parce que j'aime beaucoup, si vous voulez, toutes ces décisions dans lesquelles on oppose le droit et la justice à des méchants, que nous on a bombardé le Kosovo, qui était un morceau de la Serbie, si vous voulez, on a fait 30 jours de bombardement, et on n'a jamais pensé à poser la question aux Russes. C'est-à-dire que, vous savez, la Serbie relève du patriarcat de Moscou, mais je veux dire, on aurait eu l'idée de dire aux Russes, écoutez, on est face à un problème, on aurait peut-être maintenu un canal diplomatique qui aurait évité, si vous voulez, encore une fois, cette guerre sur le territoire européen. Mais on était tellement plein de bonne conscience qu'on s'est dit, bon, ben, après tout, on a payé pour essayer d'arrêter la crise yougoslave, et donc s'il faut arriver au bombardement... Dernière remarque, évidemment, il a fallu faire appel aux Américains, c'est-à-dire qu'en tant qu'Européens, on n'avait pas les moyens de faire ces mêmes choses. Donc, on est sur une situation où, à chaque fois, dès que vous vous mettez dans le temps long, vous apercevez combien le problème est compliqué. Mais si vous vous mettez dans le temps court, c'est celui des médias,
c'est pour ça que j'ai parlé du complexe militaro-intellectuel, c'est que je peux très bien ce soir être invité sur un plateau télé pour dire qu'est-ce que vous pensez de la situation en Ukraine. Mais je ne peux pas expliquer tout ça. Parce que qu'est-ce que demande le média? Qu'est-ce que va faire Poutine? Alors on dit, je ne sais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Mais si on invite un psy, il va vous dire, mais attendez, Poutine, il est paranoïaque, il est schizophrène, il a le syndrome de machin, etc. C'est-à-dire que vous avez une alimentation intellectuelle sur les plateaux télé, où s'est déplacée la décision. Hein. C'est-à-dire que puisqu'il n'y a pas d'enjeu stratégique, ou il n'y a plus, après 91 et la disparition de l'URSS, d'enjeu stratégique, on a pu, si vous voulez, intervenir militairement pour des raisons humanitaires, pour des raisons culturelles, pour des raisons sociologiques, pour tout ce que vous voulez, mais ça n'était plus des enjeux de guerre. Et pourtant, on se disait, oui, oui, il faut faire, on ne peut pas ne pas. Moi, je me suis amusé une fois à écrire un télégramme diplomatique sans objet, parce que j'en ai lu tellement, si vous voulez, où des ambassadeurs expliquaient que dans cette région du monde où la France, pays des droits de l'homme, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, ne peut pas se désintéresser de cette région du monde dans laquelle elle compte tant d'intérêts et de francophiles. Il suffisait de préciser la date et le lieu, mais ça marchait dans tous les télégrammes diplomatiques. J'en ai lu plusieurs centaines comme ça. Parce qu'à chaque fois, on renvoie à Paris, si vous voulez, l'importance qu'a Paris sur la planète, même si vous êtes au Nicaragua ou si vous êtes au Samoa. Vous êtes toujours obligé d'expliquer à votre capitale qu'il faut faire quelque chose. L'idée de ne pas faire, à la limite, vous dites, vous êtes rappelé, quoi. On va vous envoyer quelqu'un d'autre. Donc, on ne peut pas... vous voyez bien que le timing de la crise, qui est un timing du temps long, l'Ukraine, qui a cette carte qui a évolué à cette vitesse, c'est parce qu'encore une fois, c'était de temps en temps sous la pression de l'Empire ottoman, de temps en temps sous la pression de l'Empire russe, de temps en temps sous l'Empire austro-hongrois aussi, il ne faut pas l'oublier, qui a disparu de la carte aujourd'hui. Mais donc, on est aujourd'hui face à une situation où, au lieu de se dire arrêtez, on s'arrête et on réfléchit, comme on disait dans l'an 01 à l'époque de GB, on dit non, 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 on va tout de suite alimenter. Alors, pour terminer là-dessus, moi je crois que la position diplomatique qui m'a paru la plus rationnelle, c'est d'abord de prendre en compte le fait. Bon, le conflit il a existé après Maïdan, après 2014, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu 14 000 morts à la ligne frontière. Donc il y avait déjà une situation de guerre dans cette région. Or, effectivement, les Ukrainiens avaient quelques bonnes raisons de penser qu'ils étaient un peu cernés, si vous voulez, à l'époque par la présence militaire russe, et donc qu'ils aient cherché à tout prix à se rallier à l'OTAN, si vous voulez, c'était quelque chose dont la logique, encore une fois, était compréhensible. Mais, et d'ailleurs, les Russes étaient absolument convaincus que de toute façon, la chose serait finalement rapidement réglée, puisque, je vous ai mis ici les axes de pénétration du premier temps de la guerre, c'est-à-dire que les Russes avaient décidé en peu de temps, si vous voulez, d'occuper tous les enjeux, tous les points stratégiques de l'Ukraine. Bon. Comme vous le savez, ça n'a pas vraiment tourné comme ça. Même l'offensive sur Kiev, qui pourtant paraissait la chose la plus évidente à Calais, qu'à ce moment-là, il a fallu tout basculer sur la région du Donetsk et du Donbass, et même à partir de la Crimée, il y a eu des tentatives pour, encore une fois, se sont heurtés à quelque chose qui n'apparaissait pas évidente, je suppose, dans l'entourage de Poutine, c'est-à-dire que l'Ukraine était beaucoup moins tendre à avaler que ce qu'on pensait. Alors, juste deux remarques. L'armée russe connaît en Ukraine les mêmes problèmes qu'elle avait connus en Afghanistan, c'est-à-dire des problèmes d'approvisionnement, de logistique, de motivation des troupes, etc. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'ayant appartenu au complexe militaro-intellectuel et surtout dans les enjeux stratégiques, il était hors de question de dire que l'armée rouge n'était pas cette espèce de monstre qui allait déferler dans les plaines d'Europe centrale et arriver à Strasbourg en 24 heures. Si vous dites ça, vous avez les industriels de l'armement qui vous disent arrêtez, mon cher ami, vous êtes en train de détruire notre nouveau programme d'avions de combat. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas arrêter une mécanique comme celle-là. La mécanique s'est avérée finalement beaucoup plus compliquée quand on l'a vu en Afghanistan, mais en Afghanistan, on se disait, mais bon, finalement, cette armée russe est nulle. Ne pas battre les Afghans quand même. Comme vous le savez, les Afghans, ils s'étaient d'abord tapés les Anglais au XIXe siècle, à la Khyber Pass. Bon, c'était quand même le plus grand empire du monde. Après, il y a eu les Russes pendant 10 ans. Et là, après, il y a eu les Américains pendant 20 ans. 20 ans. Donc je reviens sur la géopolitique, simplement pour dire que si on ne prend pas en compte le fait que l'Afghanistan est une zone de confins dans laquelle se sont réfugiées toutes les populations minoritaires pourchassées par les empires, ça veut dire que vous pouvez prendre la capitale, mais vous ne tenez pas la vallée à côté. Si vous ne tenez pas toutes les vallées, vous ne tenez pas l'Afghanistan. Donc, c'est pas la peine. Si on ne part pas sur ce postulat et que vous n'expliquez pas à votre chef qui va envoyer du militaire et les militaires sont obéissants, que c'est raté d'avance, vous n'y arrivez pas. Donc voilà, moi c'est ça qui m'a amusé. Vous voyez que pour l'Ukraine, finalement, quand est-ce que Poutine va prendre en compte le fait qu'il ne peut pas gagner la guerre? Et là, la position de Macron me paraît juste, puisqu'il essaye d'expliquer que de toute façon, nous élèverons l'aide militaire à l'Ukraine
autant que nécessaire pour que la victoire ne se fasse pas sur le terrain. À partir de ce moment-là, sous réserve de préserver une espèce de façade d'acquis russe, que ce soit éventuellement la Crimée, on aurait quelque chose qui permettrait de se mettre à une table de négociation. Vous voyez, comme on fait dans les cessez-le-feu. Que les négociations aboutissent, en tout cas, il faut qu'elle arrête la guerre. C'est ça qui est l'essentiel. Et donc, la guerre est malheureusement un révélateur, si vous voulez, à la fois de la bêtise des hommes et de la limite des moyens militaires, si vous voulez. Mais enfin, pour ça, je vous rassure, on les utilisera encore quelques fois avec la meilleure conscience du monde. Voilà, c'était ça que je voulais vous faire ressortir surtout. Je ne sais même pas s'il y a autre chose après. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, alors la situation militaire actuelle, ben là vous le voyez, c'est-à-dire qu'entre la carte que je vous ai passée juste avant et celle-ci, vous vous rendez compte que l'ambition première n'a pas été réalisée. C'est-à-dire qu'effectivement, on se bat maintenant dans une zone où il y a effectivement des russophones, ou enfin toutes les définitions que tu en as données, qui doivent pouvoir faire valoir un certain nombre de droits, avec un État qui, lui, se trouve agressé. Donc il faut arriver à les mettre tous ensemble autour d'une table de négociation, avant que la situation militaire ne bascule définitivement d'un côté ou de l'autre. Parce que si elle bascule d'un côté ou de l'autre, de toute façon, on aura soit une humiliation russe qui n'est jamais bonne à gérer. Hein. Je vous rappelle que une comparaison qui me paraît extrêmement importante, quand on fait en 1918 le traité de Versailles, l'Allemagne paiera. Rappelez-vous, l'Allemagne n'était pas plus responsable que nous de la guerre, mais enfin il fallait qu'elle paye puisqu'elle est perdue. Ça va être les années 20, la terrible dépression en Allemagne et l'arrivée au pouvoir d'un homme qui va proposer de rétablir la dignité du pays. Ce type s'appelait Adolf Hitler. On a eu en Russie un phénomène de même nature. On a fait ses promesses à un chef d'État qui était totalement inconséquent, qui était Yeltsin, et quand tout à coup arrive un type qui s'appelle Poutine et qui dit « mais attendez, nous, il faut rétablir la dignité de ce pays », je veux dire, le fait qu'on ne l'ait pas écouté, et qu'on ne se soit pas rendu compte qu'effectivement, la détresse qu'avaient subi les Russes pendant cette époque-là était un ressort de mobilisation très important, parce qu'encore une fois, on était dans quelque chose où on se disait, mais c'est pas grave, l'URSS n'existe plus, on va enfin pouvoir gérer le monde, et on a géré le monde comme je l'ai vu au Kosovo, y compris en faisant des moyens militaires assez iniques, mais sans chercher à associer ce qui était quand même un ancien empire. Donc voilà, mais ça c'est parce que c'est comme ça qu'on raisonne, si vous voulez, la Terre est plate et on en est le centre, hein, ça on le sait depuis longtemps, et donc comment voulez-vous sortir de ces ces motivations, de ces ressorts, si vous voulez, intellectuels, qui souvent nous conduisent à la guerre, mais du moment qu'on sait qu'on est le bien et que les autres sont le mal, c'est parfait. Voilà.